Voilà. Écoutez, soyez les bienvenus dans ce nouvel atelier, euh, dans le cadre du programme annuel d'ateliers et de webinaires que nous proposons sur tout ce qui touche à la compensation, à l'accessibilité numérique. Je remercie Philippe Trottin une fois de plus d'être au rendez-vous. Je te laisserai te présenter tout de suite après. Voilà, je voulais juste me présenter puis vous donner quelques éléments sur comment va se passer cet atelier. Donc moi je suis Sandrine Roy, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis à la GFIP, je suis chargée de mission et j'ai en charge la coordination nationale des ressources handicap formation avec ma collègue Pascal Borgy. Voilà, donc les ressources handicap formation, on vous détaillera tout à l'heure en fin d'atelier, voilà exactement ce que ça, ce que ça évoque, quelles sont leurs missions en fait. Et voilà, et dans le cadre du volet de notre offre de service, le volet 3 de l'offre de service RHF, ressources handicap formation, nous proposons beaucoup de choses qui a trait à la professionnalisation des acteurs pour vous acculturer au sujet du handicap, mais pas que. Et voilà, et ce webinaire cet atelier webinaire est un parmi les ateliers sur l'année 2022 et vous pourrez retrouver, je pense d'ici fin de semaine prochaine, tous les replays sur le site de la GFIP, sur la page acteurs de la formation qui vous est entièrement dédiée, qui est toute récente. Donc n'hésitez pas à aller la consulter et vous y trouverez toutes les informations nécessaires. Voilà. Donc cet atelier est programmé sur une durée d'1 heure et demie. En général, on tient bien le timing, hein, Philippe. Oui, Voilà. Tu es très performant. Et voilà, on laissera Philippe dérouler sa présentation, mais nous aurons des temps de prise de questions, de temps d'échange. Donc n'hésitez pas à utiliser la fonction discussion en bas de votre écran, qui est notre chat, pour poser vos questions et je serai moi-même le relais, la facilitatrice, hein, pour faire remonter les questions à Philippe et recueillir ses réponses, ses bonnes pratiques et ses tips sur le sujet. Voilà. Un grand merci en tout cas pour votre présence et le support. En général, c'est toujours les questions qui commencent. Le support vous sera donné en toute fin parce qu'en fait, quand on accueille les gens au fur et à mesure, ils n'ont pas l'historique de la discussion. Donc, je suis obligée de le repartager plusieurs fois. Donc, j'attends la fin. Et pour ceux qui seraient éventuellement obligés de nous quitter avant la fin, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. J'en reçois pas mal en général. Et je vous le ferai suivre par messagerie. Voilà, Philippe, à toi la parole. Je te laisse te présenter. merci beaucoup Sandrine. Donc, moi, je m'appelle Philippe Trottin, je travaille chez Microsoft et je suis à la fois le référent handicap de l'entreprise et je suis en charge de tous les sujets d'accessibilité numérique, en tout cas tout ce qui peut concerner des formations, alors dans le cadre du handicap, dans le cadre de sujets un peu plus ouverts sur la diversité et l'inclusion. Et donc, on va faire une session aujourd'hui sur la conception universelle, sachant que dans les ateliers qu'on a déjà abordés, enfin en tout cas que moi j'ai déjà eu l'occasion d'aborder, j'ai fait un premier atelier sur l'accessibilité numérique et un deuxième atelier sur la communication inclusive, qui sera d'ailleurs rejoué donc le 7 juillet. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous connecter à cette session-là. Donc, contrairement en fait aux sessions précédentes, on va beaucoup moins être sur de la démonstration de produits. On va plutôt essayer de rentrer dans finalement qu'est-ce que c'est que la conception universelle. Alors, je vais tout de suite partager mon écran. Comme ça, vous allez pouvoir voir ma présentation. Ça doit être le cas maintenant. Est-ce que c'est bon? Vous voyez bien mon écran? Oui, très bien. Oui. D'accord, parfait. Donc oui, l'idée, c'est que l'on revoit aujourd'hui déjà qu'est-ce que c'est que la conception universelle et en quoi elle peut aussi vous aider, vous, dans votre quotidien, soit parce que vous avez envie d'enseigner ça finalement à des élèves, parce que quelque part, c'est une démarche d'inclusion dans la création finalement de tout ce que l'on peut être amené à créer dans la société, hein, que ça soit de la création industrielle, que ça soit du développement applicatif, que ça soit, enfin peu importe en fait, ça s'applique à n'importe quel principe, enfin à n'importe quel sujet, que ce soit du coup des solutions, que ce soit des services. Donc on va essayer de regarder un petit peu ces principes et puis c'est assez au centre aujourd'hui justement des questions qu'on peut se poser sur voilà, je dois concevoir quelque chose.
mais j'aimerais le concevoir et m'assurer finalement que tous les utilisateurs vont bien pouvoir utiliser la solution que je développe, que je propose. Et donc, on a toute une démarche aussi, bien sûr, d'inclusion vis-à-vis du handicap. Donc, les principes de base sont les suivants. D'un côté, lorsque l'on conçoit des solutions, on les conçoit bien souvent par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos capacités, par rapport à nos préjugés, par rapport à nos façons de voir les choses. Bien souvent, si vous prenez par exemple une personne qui a un handicap quelconque, sa perception des choses sera totalement différente. Prenons quelqu'un qui est non-voyant et qui doit développer un site internet, il va nativement le concevoir accessible pour le handicap visuel. A contrario, quelqu'un qui n'a pas la sensibilité sur cette thématique-là ne va probablement pas y penser ou ne va pas être concerné. Et quand on va avoir des utilisateurs de la solution, bah, bien entendu, quand les utilisateurs ressemblent au concepteur, on a tendance à pouvoir plus facilement utiliser la solution que quand on ne ressemble pas du tout au concepteur. C'est la même chose quand on va concevoir des choses en s'appuyant justement sur des technologies nouvelles comme l'intelligence artificielle, par exemple. À travers les données qui vont alimenter un système, on peut biaiser complètement la façon dont le système va fonctionner. Je vais parler des humains et je n'alimente le système qu'avec des photos d'hommes. La notion de femme va être peut-être quelque chose que l'ordinateur ne comprendra pas. Et donc, quelque part, on conçoit réellement par rapport à qui on est. Et donc, par nature, si on conçoit des choses par rapport à qui on est, ben on va exclure tous les utilisateurs potentiels de la solution qui, eux, ont des perceptions différentes à travers voilà, un fonctionnement qui peut être une altération de la vue, qui peut être une altération de l'audition, du toucher, de la mobilité. Donc, toutes ces personnes qui veulent utiliser la solution ben, ne pourront pas le faire dans des bonnes conditions. Donc l'objectif finalement de la conception universelle, c'est vraiment d'être au cœur de ça et de bien être conscient du fait qu'il faut arrêter de concevoir pour nous-mêmes, mais il faut concevoir pour les autres, et les autres étant multiples. Voilà, c'est vraiment ça le fond du sujet. Alors, j'ai voulu ici parler à la fois donc, de la partie conception universelle et de le rapprocher de l'accessibilité numérique, parce que bien souvent, on a des problèmes entre les deux sujets. L'objectif de la conception universelle, c'est vraiment d'être centré sur l'utilisateur pour essayer de concevoir des solutions qui vont fonctionner pour tout le monde. L'accessibilité numérique, ce sont des outils, des pratiques, on va dire des frameworks, je ne sais pas comment trouver le terme en français, mais des systèmes qui visent à développer et améliorer des solutions qui vont être accessibles à tout le monde. Donc, il y a un petit peu, on va dire, de couverture entre les deux. Si ce n'est que l'accessibilité numérique, finalement, on va principalement s'appuyer sur des normes, des standards que l'on va essayer de respecter, sachant que ces normes et ces standards ont été conçus, ont été imaginés pour essayer de répondre à tous les besoins d'accessibilité de la solution. La conception universelle va être très appuyée sur les usages de ces solutions. Alors, je vais donner un petit exemple. Imaginons, voilà, je veux aller par exemple à la poste et l'obligation est de mettre une rampe d'accès pour qu'un fauteuil roulant puisse accéder au lieu, parce qu'il y a des marches. Donc, très bien, j'ai mis ma rampe d'accès, donc j'ai respecté le standard, donc j'ai respecté l'équivalent de l'accessibilité numérique, donc c'est de l'accessibilité tout court, l'accessibilité des bâtiments, mais j'ai respecté ce standard. Maintenant, imaginons que le fauteuil roulant monte cette rampe et qu'en haut de la rampe, la personne ne puisse pas seule tourner pour rentrer par la porte parce que l'espace est trop étroit pour que le fauteuil tourne. Ben, certes, j'ai respecté le standard, mais par contre, en termes d'usage, c'est quasi inutilisable. Et donc, quelque part, il faut obligatoirement tenir compte des deux aspects pour s'assurer finalement que la solution va bien être utilisable et accessible. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo rapidement. Alors, vous m'excuserez, c'est une petite vidéo en anglais, mais qui est sous-titrée en français, pour vous montrer un petit peu la démarche. Et je pense que ça sera bien en guise d'introduction. Alors, excusez-moi, je vais aller ouvrir la vidéo immédiatement que j'ai mis ici. Hop, conception universelle. Voilà. Alors, ça dure 2-3 minutes. Hein. Class, we
have to move beyond the standard way of doing things, beyond the obvious questions, the obvious answers. We must ask how to cross the road and answer how all of us can do it. Like I was saying, stairs up to a bridge over the top. That way you just run right up and over. Easy. Problem solved. I'm not a huge fan of stairs. Maybe one stair. Not two. Definitely not three. How about we dig a tunnel under the road so we can slide under? Seems like kind of a tight fit. I don't think flying underground is a thing. How about we fly across a good old-fashioned crosswalk? Fly? Remember, class, we need to think inclusively. We want to design solutions not just for ourselves, but solutions that work for many individuals. Individuals in all kinds of situations. Wait, isn't that a lot of extra work? We're trying to be everything without being anything? Inclusive design simply offers a more expansive perspective and approach to creating solutions. And when inclusive design is at the core, an experience can have mainstream appeal, like the captions you use to watch videos on your phone in class, and the flexible straws so you don't dribble juice all over my tablet, or the curb cuts that started for wheelchair usage and are now important for everyone, from cyclists to parents pushing strollers. Je vais arrêter la vidéo ici. Donc, pour les personnes éventuellement qui ne comprendraient pas l'anglais et qui ne pouvaient pas la voir, on a un système dans lequel voilà, on veut globalement traverser la rue et trouver une solution pour traverser la rue. Et on a vu la perspective de différents animaux, un animal, un oiseau en l'occurrence qui pouvait voler au-dessus de la rue. On a un pingouin qui propose un tunnel parce que lui, il va glisser dans le tunnel et ça va être très pratique. Enfin, voilà, différentes situations, différentes solutions qui, en définitive, pour chaque solution proposée, ne conviennent pas à tout le monde. Et donc, quelque part, il faut réussir à trouver la solution qui va s'adapter à tous. Et c'est bien le principe, en fait, de la conception universelle. Voilà. Donc, c'est ce que présentait un peu cette vidéo. Alors, d'où ça part, en fait, cette notion de conception? On a le papa de Visual Basic, en fait, la personne Alan Cooper, donc, qui a créé le langage Visual Basic, qui était un des premiers langages utilisés sur les ordinateurs. En 83, il reçoit, en fait, 3 clients dans son bureau et il se dit, lorsque ces clients sont partis, je vais essayer d'imaginer comment ces clients vont utiliser la solution. Et pour ce faire, je vais inventer une notion qui s'appelle un persona aujourd'hui, c'est-à-dire je vais essayer de décrire les caractéristiques de mes utilisateurs. Et donc, en l'occurrence, il avait créé un persona qui correspondait à la moyenne, en fait, on va dire la moyenne des caractéristiques des utilisateurs qu'il avait imaginé. Voilà. Les personas, en définitive, donc c'est vraiment des personnages imaginaires qui sont des utilisateurs de la solution, mais ce n'est pas des utilisateurs réels, c'est-à-dire c'est des utilisateurs qu'on va appeler extrêmes. Donc on va prendre une personne en fauteuil, la caractéristique de cette personne, c'est le fait qu'elle soit en fauteuil roulant. Ce n'est pas la personne en elle-même qu'on va prendre, c'est son handicap, malheureusement. Si on parle de quelqu'un qui est malvoyant ou de quelqu'un qui est non-voyant, on va effectivement considérer que le personnage, c'est ça sa caractéristique propre. Sachant que ce persona peut très bien être plurihandicapé, peut très bien avoir des variables, enfin des variations dans son handicap, être plus ou moins en situation de handicap par rapport à son état, voilà, l'état dans lequel il est. Donc, on essaye finalement de créer ce personnage qui va nous illustrer nos utilisateurs. Et on va essayer par rapport à ces personas d'imaginer les interactions de ces personas avec un logiciel, avec un matériel, etc. etc. Donc ça, c'est important. Quelque chose qui vient contrer la notion de persona, c'est que en 1952, il y a l'US Air Force qui s'est dit moi, je dois fabriquer en fait des cockpits d'avions pour mes pilotes. J'ai 4000 pilotes, donc
C'est facile. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre chacun des pilotes, je vais les mesurer. Je crois qu'il y avait plus d'une centaine de mesures pour essayer de connaître réellement la morphologie de chacun des pilotes. Et puis, je choisis une dizaine de dimensions et je fais la moyenne. Et donc, grâce à cette moyenne, je vais créer le cockpit idéal. Ça, c'était l'hypothèse de base. Et en définitive, on s'est aperçu à la fin de ce projet qu'aucun des 4000 pilotes ne rentrait réellement dans cette fourchette. La moyenne, c'est une illusion, ça ne fonctionne pas. Et donc, il a fallu changer cette méthode et donc pas partir sur la moyenne. Donc finalement, on ne parle plus maintenant aujourd'hui, quand on fait de la conception, on ne parle plus de persona, mais on parle d'éventail des personas, c'est-à-dire c'est plusieurs personas qui vont incarner la diversité des utilisateurs de la solution. Quand on imagine ces personas, on imagine les personas aussi par rapport au contexte de ce que l'on est en train de créer. Je vais donner un exemple. Je suis concepteur de voitures et je veux créer en fait une boîte de vitesse. Une boîte de vitesse avec un affichage en braille, ça ne sert à rien parce que le persona conducteur de voiture, non-voyant, on sait très bien qu'il n'a pas cette capacité. Alors ça va changer avec les véhicules autonomes, mais si on essaye de lui mettre un volant et une boîte de vitesse, le fait de penser à un persona non-voyant dans ce contexte-là ne sert pas à grand-chose. Et donc, quelque part, on va l'écarter d'office. Donc, on va choisir, par rapport à la solution que l'on souhaite créer, on va choisir des personas qui correspondent aux différentes caractéristiques d'utilisateurs que l'on veut adresser. Alors, je vais donner un exemple. On veut adapter une salle de classe. Cette salle de classe, on veut s'assurer qu'elle soit utilisable par une diversité finalement d'élèves. Et dans ces élèves, on va peut-être effectivement avoir des gens qui sont malvoyants, des gens qui sont non-voyants, des gens qui sont malentendants, peut-être des gens qui sont à mobilité réduite. Et donc, pour les différents types finalement de personas qu'on va imaginer, on va avoir besoin d'adapter l'environnement à ces personas et de s'assurer que l'adaptation que l'on a faite ne nuira pas aux autres. Donc, je vais donner un exemple. Si on prend une personne en fauteuil, sa problématique principale, ça va être non seulement de pouvoir passer la porte, mais ça va être aussi de pouvoir s'installer derrière un bureau, parce que si des chaises sont fixées, par exemple, à un bureau, le persona en question ne pourra pas s'installer devant le bureau. Donc, il faut pouvoir enlever la chaise. De la même façon, il ne va pas falloir peut-être qu'il soit obligé de faire des zigzags dans toute la pièce avant d'arriver à l'endroit où il doit se positionner. Donc, il va falloir tenir compte de ça. Si, à contrario, je prends une personne qui est malentendante, si j'imagine de mettre en place des sous-titrages, comme par exemple ceux que j'ai mis dans PowerPoint aujourd'hui pour ajouter des sous-titrages automatiques, bien entendu, je vais essayer d'éviter que la personne elle soit trop éloignée de l'écran où les sous-titrages vont être affichés. Parce que sans ça, la personne ne pourra pas les lire. Donc, certes, elle a une déficience auditive, mais elle peut aussi être gênée par la distance à laquelle elle va être d'un écran où son assistance va être finalement de lire ses sous-titres. Si on a quelqu'un qui est malvoyant, on va aussi peut-être être obligé de se dire, OK, sur cette problématique-là, comment je vais adapter ma classe pour m'assurer que la personne, elle ne se retrouve pas au fond, ou elle ait des solutions qui vont lui permettre finalement d'être intégrée dans de bonnes conditions. Voilà. Donc, c'est un petit peu toutes ces caractéristiques que l'on va essayer d'identifier. Et dans les caractéristiques de ces personas, on a des caractéristiques qui sont des caractéristiques du persona qui sont permanentes. Donc, par exemple, quelqu'un qui a une amputation du bras, son bras ne va pas repousser, donc c'est un handicap permanent. On va avoir une personne aveugle si elle est aveugle de naissance ou si c'est quelque chose qui ne... Voilà, si ce n'est pas quelque chose lié à un handicap temporaire, comme par exemple une cataracte, elle restera non-voyante. Pareil pour une personne qui est sourde, pareil pour une personne qui est muette, etc., etc. Mais on va aussi adresser plein de situations de handicap temporaire. Je me suis blessé au bras, j'ai un plâtre, je vais être presque dans la même situation que la personne qui a eu une amputation du bras pendant une période donnée, et puis lorsque mon plâtre, je vais l'enlever, je vais sortir de cette situation de handicap. Donc, et c'est pareil pour d'autres types de situations. Et puis, on a des handicaps situationnels qui vont être liés à l'environnement dans lequel je vais me retrouver. Donc, quelque part, je suis étranger et je veux suivre un cours. Si le cours il est fait en français et que je maîtrise mal le français,
ou si je dois faire une présentation à l'oral et que quelque part j'ai un accent à couper au couteau, ben peut-être que j'aurais du mal à me faire comprendre. Donc, ces types de situations, donc c'est pas lié à la personne, c'est pas lié à ses caractéristiques, c'est pas lié à ses capacités, c'est lié au fait que l'environnement dans lequel la personne est va l'handicaper parce que bon, elle serait dans son pays d'origine avec des gens qui parlent sa langue, ça poserait aucun problème. Voilà. Donc, on ne va pas parler de persona, on va parler de ces éventails de personas qui vont nous permettre finalement de mieux cibler nos utilisateurs. Et on va aussi imaginer que ces personas ne sont pas seuls. Il y a un éventail de personas, mais il y a aussi un réseau de personas, c'est-à-dire ils ont des interactions les uns avec les autres. On peut imaginer, par exemple, quand on est, je vais prendre un exemple à la fac, par exemple, quelqu'un qui aurait des difficultés à prendre des notes peut éventuellement bénéficier de l'assistance d'un autre élève qui peut prendre des notes pour lui. Quand la personne elle a un handicap, elle a aussi une famille, elle a aussi des amis, et donc quelque part, cette interaction fait que on peut de temps en temps se dire cette personne ne peut pas faire la chose, mais elle peut être aidée par quelqu'un qui va pouvoir le faire. Donc on a aussi cette notion finalement d'aide entre le persona en lui-même et les gens qui sont autour de lui. Alors, on va regarder maintenant, du coup, quelle est la démarche que l'on doit avoir pour faire de la conception universelle. La démarche, alors c'est une démarche voilà, qu'on propose, mais qui n'est pas forcément elle-même universelle, mais en tout cas, c'est la façon que l'on utilise chez Microsoft en fait, pour faire de la conception de produits, de la conception de solutions. La première, d'ailleurs, j'aurais dû rajouter une étape, l'étape 0, c'est de concevoir, d'imaginer finalement les personas qui vont être nos utilisateurs types. Donc l'étape 0, c'est j'ai identifié un certain nombre d'utilisateurs. Et puis la première étape, c'est d'essayer de reconnaître l'exclusion. Alors, qu'est-ce que c'est que reconnaître l'exclusion? Prenons un exemple concret. Imaginons que je doive concevoir une poignée de porte. Et pour concevoir cette poignée de porte, je vais imaginer un certain nombre de personas. Et donc, dans ces personas, je vais prendre voilà, un homme d'une cinquantaine d'années, donc moi par exemple, puisque c'est moi qui fais la conception. Je vais prendre une personne jeune, par exemple ma fille. Je vais prendre une personne en fauteuil roulant. Je vais prendre une personne âgée. Voilà, donc j'ai des caractéristiques propres à ces utilisateurs. Et puis, pour concevoir cette poignée de porte, je vais essayer de regarder, prenons le cas de la personne en fauteuil roulant. Pour ouvrir la porte, il faut malheureusement être capable d'appuyer sur la poignée, de pousser la porte tout en faisant avancer le fauteuil roulant. Et là, ça me permettrait de passer la porte et éventuellement, derrière, il va falloir la fermer. Et donc, quelque part, on s'aperçoit que la conception de la poignée de porte, si on reste à une poignée de porte traditionnelle, ne va pas être forcément simple pour ce persona-là. Donc, on va identifier ce qu'on appelle des points d'exclusion. Donc, c'est toutes ces incompatibilités d'usage. Si on prend le cas de tout à l'heure de la salle de classe, c'est le fait de dire j'ai une personne qui arrive qui est par exemple sourde ou malentendante, je n'ai pas forcément prévu de façon de l'accueillir, donc pour suivre un cours, ça peut être compliqué. Donc, comment je vais faire moi pour être plus inclusif dans ma façon finalement de communiquer, dans ma façon de présenter le cours? Est-ce que je vais mettre du sous-titrage? Est-ce que je vais lui proposer de lui donner les supports en avance de phase pour lui permettre de les regarder et donc du coup d'avoir un peu d'avance par rapport aux autres et donc d'être à même peut-être de poser des questions par rapport à des supports qui n'auraient pas été compris. Donc je vais essayer de trouver des façons finalement d'améliorer la solution. Alors, une fois que j'ai identifié un premier point d'exclusion, donc dans le cas de mon fauteuil, je vais essayer d'adapter la conception de la solution pour tenir compte de ces points d'exclusion et je vais essayer de voir comment améliorer la situation. Donc, dans le cas du fauteuil qui doit passer la porte, peut-être que l'idée de la poignée de porte, ce n'est pas une bonne idée. Je vais peut-être remplacer cette poignée par un bouton et par un mécanisme d'ouverture de porte automatique qui va me permettre, en tout cas qui va permettre à la personne en fauteuil de beaucoup plus facilement passer la porte. Encore faut-il que le bouton sur lequel je vais appuyer soit bien accessible au fauteuil et ne soit pas trop haut. Donc, il va falloir tenir compte aussi de ça.
Donc, je vais peut-être avoir une autre solution qui est d'avoir une caméra qui va identifier l'arrivée de quelqu'un et qui va ouvrir la porte de façon automatique. Donc ça, c'est des choix de conception. Et je vais bien entendu, en fonction de ces choix, être obligé de prendre des décisions et de dire, il y a un choix, peut-être que la caméra au-dessus de la porte, c'est un peu trop coûteux par rapport à mon cahier des charges, donc je ne vais pas faire ça et je vais partir sur la notion de bouton. Et une fois que j'ai fait ce choix-là, je vais essayer de vérifier par rapport à mon choix de conception comment je vais pouvoir étendre ça aux autres personnages. C'est-à-dire, est-ce que le choix de conception que j'ai fait va apporter un bénéfice aux autres ou en tout cas ne va pas leur apporter d'autres inconvénients. Prenons le cas du coup de l'enfant. L'enfant, il doit passer la porte. Peut-être que la porte était lourde et le fait d'avoir un bouton automatique va permettre d'ouvrir la porte plus facilement. Pareil pour la personne âgée qui aurait peut-être eu du mal aussi à ouvrir la porte sans cette ouverture automatique. Après, prenons la personne, l'homme de 50 ans, donc moi-même qui souhaite passer la porte. Peut-être qu'effectivement, en règle générale, je n'aurais pas eu de problème à utiliser la poignée de porte ou à appuyer sur le bouton. Donc, c'est neutre en termes d'évolution de conception pour moi. Mais peut-être que le jour où j'ai les bras chargés parce que j'ai des courses, parce que j'ai des documents dans mes mains, j'ai un ordinateur, etc., peut-être que le simple fait de pouvoir, avec mon coude, appuyer sur le bouton pour ouvrir la porte, ça va m'apporter un bénéfice. Et donc, cette démarche de conception, c'est une démarche qui est itérative. Donc, on va essayer de régler un point d'exclusion, on va passer à l'autre persona, etc., etc. Et en prenant cette démarche de façon itérative, on va essayer d'arriver à des compromis qui nous amènent sur la meilleure solution possible. Alors, ce n'est jamais forcément une solution idéale, mais en tout cas, c'est celle qui correspond le mieux à la fois à mes contraintes qui peuvent être des contraintes budgétaires, des contraintes de projet, enfin peu importe les contraintes que j'ai, mais en tant que concepteur, je vais devoir tenir compte de ces contraintes, et en même temps qui permettre à chaque utilisateur, à chaque persona, d'utiliser au mieux la solution. Alors pour que ça fonctionne, bien entendu, il faut avoir énormément d'empathie parce qu'il faut être en capacité de se mettre à la place d'eux. L'autre solution, c'est dans sa phase de conception, d'inviter des gens qui sont concernés par le sujet. Donc, dans la conception universelle, on a tendance à dire faisons des sessions de conception en invitant des personnes en situation de handicap à nous aider à mieux comprendre leurs problématiques. Donc, si on est en train de concevoir cette poignée de porte, j'aurais pu inviter un certain nombre de personnes à venir travailler avec moi, et une personne en fauteuil, une personne non-voyante, etc. Et chacun aurait pu m'apporter les points d'exclusion, aurait pu m'apporter des idées pour les régler. Et donc, grâce à ça, j'aurais débouché sur une conception beaucoup plus inclusive. Donc, le point de départ, c'est qu'on a des solutions qui, effectivement, sont des solutions qu'on est en train de concevoir, et on essaye, à travers cette démarche, de faire que ces solutions spécifiques, elles soient pour tous, donc qu'elles puissent être utilisées par tout le monde, que la personne soit porteur d'un autre handicap ou que la personne soit valide. Donc, si on regarde un petit peu, finalement, la meilleure démarche, c'est d'un côté de faire de la conception universelle une démarche, une méthodologie qui va permettre de comprendre les usages et de régler au maximum les solutions que l'on va créer pour qu'elles puissent tenir compte de cette diversité humaine. Et à côté de ça, s'assurer que l'on va aussi respecter les normes, parce que les normes ont été créées aussi normalement pour répondre à cette problématique-là, mais les normes ne sont pas l'usage. Voilà. Donc l'expérience inclusive, c'est un mélange entre, d'un côté, le design inclusif associé aux usages et de l'autre côté, à l'accessibilité, qui est le respect des normes, que ça soit de l'accessibilité au sens architectural du terme ou que ça soit de l'accessibilité numérique lorsque l'on est sur un environnement digital. Alors, bien entendu, on ne fait pas ça juste pour se faire plaisir, on fait ça petit 1 parce qu'on a envie de créer un monde beaucoup plus inclusif et de se dire que dans son entourage ou soi-même, on est concerné par un handicap, et donc il faut être capable finalement de concevoir des solutions que peut-être un jour on sera amené à utiliser parce qu'on n'est pas à l'abri finalement de perdre la vue, on n'est pas à l'abri de perdre l'audition. Les gens vont probablement, avec la réforme des retraites, travailler un peu plus longtemps.
Et on sait qu'avec l'âge, forcément, on a des sens qui sont un petit peu moins aiguisés. Et donc, quelque part, finalement, travailler sur l'accessibilité ou travailler sur la conception universelle, c'est aussi indirectement travailler pour soi-même et pour ses proches. Donc, c'est important de le citer. Et donc, cette expérience inclusive, elle nous permet aussi, elle nous fait grandir parce qu'elle nous permet de voir le handicap un peu différemment. Elle nous permet vraiment de se poser tout un tas de questions et chaque fois qu'on passe une porte, chaque fois qu'on monte un escalier, chaque fois qu'on passe un trottoir, chaque fois qu'on utilise un objet, eh bien, on se pose la question de ces exclusions. Et donc, en fait, le fait d'enseigner ça, ça apporte aussi de la valeur aux gens qui, du coup, peuvent se poser davantage de questions et à partir du moment où on se pose des questions, bah, quelque part, on va mieux travailler, on va mieux concevoir les solutions et donc on va créer un monde plus inclusif. Donc, c'est vraiment ça l'ambition. Alors, ça apporte aussi énormément de bénéfices dans le quotidien. Je pense que si vous avez déjà vu des présentations ou des sensibilisations sur le handicap, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais il y a tout un tas d'objets du quotidien qui ont été conçus dans cette démarche-là. Le régulateur de vitesse initialement fait pour répondre à une jeune fille qui était la fille en fait, d'un constructeur automobile et qui ne pouvait pas maintenir son pied sur l'accélérateur de la voiture, et son père a inventé une solution qui se conduisait au volant et qui maintenait la vitesse, est né le régulateur de vitesse. Aujourd'hui, vous demandez aux gens dans une voiture est-ce que le régulateur de vitesse est fait pour régler les problèmes de handicap? Les gens vont vous dire non, c'est pour tout le monde. On est bien dans l'universalité. Les portes automatiques, quand on arrive dans des hôpitaux, quand on arrive dans un certain nombre de lieux publics, on n'y pense plus, mais ça a été fait pour les fauteuils roulants. Les sous-titres, pareil, ça vient finalement d'idées, de choses textuelles. À une époque assez lointaine, mais bon, lors des démarrages des voies de chemin de fer, on avait un crieur qui se mettait en tête de train qui disait le train de Trouville va partir, attention au départ. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est plus possible avec le bruit ambiant dans une gare, et puis il y a tellement de trains qu'on a mis en place un système d'affichage d'horaires de train dans des trains, dans des aéroports, enfin, etc. Ça vient aussi du sous-titrage. C'est vraiment les mêmes types de technologies. Moi, j'ai une maman qui est non-voyante. Quand j'étais petit, elle avait deux choix pour lire des livres. Elle avait des livres audio, donc qui étaient des livres lus, et c'était des bénévoles bien souvent qui lisaient ces livres, donc des livres papier qu'on transcrivait sur des cassettes audio, ou elle avait des livres braille, mais là, il faut que la personne sache lire le braille. Typiquement, ces livres audio, aujourd'hui, de plus en plus de gens écoutent des podcasts quand ils sont dans leur voiture, quand ils sont finalement dans des transports. N'hésite pas finalement à lire des livres, des documents, à participer à des émissions, mais de façon audio. Voire même, moi je conseille souvent, et on peut le montrer, les gens qui vont par exemple faire beaucoup de télétravail aujourd'hui, en fin de journée on est fatigué, on a des articles éventuellement à lire, on peut très bien utiliser de la lecture audio pour écouter finalement un article plutôt que de le lire, donc on va s'abîmer un peu moins les yeux. Je vais en faire une petite démonstration rapide au passage. Je vais aller sur un site. Hop, je vais aller ouvrir un nouvel onglet et je vais aller ouvrir un site. Bon, je sais pas, je vais prendre n'importe lequel. On va attendre qu'il soit chargé. J'ai un problème, ce n'est pas un site avec du texte, c'est de la vidéo. Donc je vais prendre un article, par exemple, de Marie-France. On va attendre que la page se charge. Donc là, j'ai la possibilité, par exemple, de lire cette page à haute voix. Rotation automatique active. Plein écran. Un 11e diapositive symbole copyright Shutterstock. Un généreux dos alimentaire. Cette maman a été bouleversée par ce geste généreux d'un bon samaritain. Le nombre de familles nombreuses se Alors, c'est aujourd'hui des choses qui sont du coup possibles automatiquement pour justement permettre à des gens d'écouter un document, d'écouter un article, en l'occurrence sur Internet, c'est une fonctionnalité qui est présente dans le navigateur Edge, et pour répondre justement à ce besoin de dire je ne peux pas avoir une personne qui va me lire cet article, mais par contre, je vais pouvoir bénéficier d'une synthèse vocale pour me lire l'article. Voilà.
Pareil sur des aspects de reconnaissance vocale, à une époque, et d'ailleurs dans certains métiers, la reconnaissance vocale, en tout cas le fait de travailler avec sa voix était quelque chose de très pratiqué. Si vous alliez à une époque, et d'ailleurs c'est encore un peu le cas, vous allez voir un radiologue qui analyse votre radio, la plupart du temps il prend un dictaphone, et puis lorsqu'il sort finalement de la salle avec vous, il donne le dictaphone à une secrétaire médicale qui va retranscrire le compte-rendu et va vous le donner. Typiquement, ces aspects de reconnaissance vocale, le fait de pouvoir prendre le dictaphone et de jouer devant de la dictée vocale pour récupérer le texte, c'est quelque chose qui va permettre finalement de dépasser les usages classiques et répondre justement à des besoins de conception universelle. Alors, il y a plein de démarches pour faire de la conception. Alors ça, ce slide-là, je vais le passer rapidement, mais la plupart du temps, les gens se disent « Ok, mais comment moi je vais faire pour adresser mes sujets autour de la conception universelle, etc. Comment je vais faire pour faire évoluer mes applications de façon à ce que ces applications soient à la fois plus accessibles et prennent le virage, entre guillemets, de la conception universelle ». Il y a une démarche de transformation qui existe. Je ne vais pas rentrer en fait dans les détails parce que je pense que ça vous intéressera un petit peu moins. On va plutôt maintenant parler d'un sujet aussi extrêmement important dans la notion de conception universelle, c'est la notion finalement de concentration. Alors pourquoi ça vient dans la conception universelle? En définitive, quand on crée aujourd'hui une application, par exemple sur un ordinateur, ou on crée une application sur un téléphone mobile, le contexte dans lequel les utilisateurs vont utiliser ces applications peuvent être extrêmement variés. Et on est aujourd'hui dans des environnements, et les élèves qui suivent un cours, c'est exactement la même chose, on est dans des contextes où la concentration est quelque chose qui peut très très vite s'en aller. Pourquoi? Parce que, en définitive, si je travaille par exemple dans un open space, je vais avoir du passage, donc je vais avoir peut-être un effet visuel qui fait que de temps en temps, je vais lever la tête pour voir quelqu'un passer. De temps en temps, je vais être interrompu par quelqu'un qui me voit et qui me dit « Tiens, je vais parler à cette personne », et donc il vient carrément me déranger et m'empêcher d'utiliser l'application. Donc on a en fait plein de situations. On peut avoir son téléphone. Le téléphone, il y a des alertes, ou même sur son ordinateur, on a des alertes pour nous dire qu'un nouveau message est arrivé. La tendance serait d'aller voir le message, donc on va s'interrompre. Et donc, quelque part, cette notion d'attention, sur cette notion de concentration, c'est quelque chose qui est au cœur, finalement, de tout ce que l'on va créer demain. Quand on va créer des supports pour faire des cours à des élèves, eh bien souvent, on se dit « Ok, qu'est-ce que moi, je vais utiliser pour faire que la personne, elle va garder son attention ?» Est-ce que je vais questionner la salle? Est-ce que je vais utiliser une vidéo pour casser le rythme? Est-ce que je vais changer mes intonations? Est-ce que je vais faire réagir les gens? Alors, je vais essayer de trouver tout un tas d'astuces qui me permettent finalement de récupérer cette attention. Donc, c'est ce sujet-là, en fait, aussi sur lequel il faut réussir à trouver des solutions. Finalement, les objectifs d'une solution aujourd'hui, c'est de fabriquer des solutions qui sont assez facilement utilisables, donc qu'un utilisateur puisse utiliser facilement, donc que la solution soit accessible, qu'elle puisse être robuste, qu'elle fonctionne finalement dès qu'on la sollicite. Alors, un exemple de solution, quand j'appuie sur un interrupteur pour allumer la lumière, je ne vais pas réfléchir au fait qu'il y a une centrale nucléaire à l'autre bout de la France ou ailleurs qui a généré cette électricité, que cette électricité elle a été relayée par des fils électriques à haute tension, qu'elle a ensuite été dispatchée dans mon secteur et qu'elle est arrivée jusqu'à mon bouton, et que quand j'appuie, il y a des petits électrons qui vont se balader pour faire que ma lampe va s'allumer. Je ne vais plus penser à ça, je vais simplement faire que si j'appuie sur le bouton, il faut que la lumière s'allume. Et donc, quelque part, c'est exactement la même chose quand on va concevoir une solution informatique. Je veux que lorsque je clique, par exemple, sur un bouton « Soumettre », un formulaire que j'ai renseigné soit sauvegardé ou soit envoyé quelque part pour être traité par l'application. Donc, la robustesse fait aussi que j'aime bien qu'à chaque fois que je sollicite la même fonctionnalité, le résultat soit le même. Parce que si le résultat est différent, je peux être perturbé. Exemple, je suis non-voyant, j'allume mon ordinateur le matin. Si l'ordinateur ne réagit pas de la même façon que la veille lorsque j'ai allumé l'ordinateur, je risque d'être gêné.
parce que je me dis, OK, mais je suis où? Est-ce que je dois m'authentifier? Est-ce que je le suis déjà? Donc, c'est des questions qui peuvent se poser. Il faut aussi pouvoir faire que cette solution elle soit complètement paramétrable. Pourquoi il faut qu'elle soit paramétrable? Simplement parce qu'on a tous des avis différents. Lorsque l'on utilise une solution, on a tous besoin de l'adapter. Et c'est le luxe de pouvoir adapter à l'extrême son environnement. Finalement, ça permet de mieux pouvoir lire, de mieux pouvoir comprendre ce qui se passe, de mieux pouvoir interagir avec la solution. Je vais donner encore un exemple. Je suis non-voyant, je vais utiliser un lecteur d'écran, j'ai un retour audio qui va me permettre de savoir ce qui se passe sur l'écran quand je me déplace et je ne vais pas utiliser ma souris. A contrario, je suis un utilisateur à domicile, je ne vais peut-être pas utiliser un petit clavier de portable, je vais peut-être utiliser un clavier externe parce que j'ai envie de mon confort. Ou alors, je vais régler l'environnement Windows pour qu'il ait un fond soit clair, soit sombre, en fonction de mes préférences. Donc, chacun va adapter finalement la solution à son envie, entre guillemets, et à sa préférence. Et puis, il faut surtout, et là on va reparler de ça, il faut surtout qu'elle soit non intrusive. Il ne faut pas finalement que ça soit la solution qui me perturbe par rapport à son usage. Et il faut que je sois capable à un moment de dire, je fais en ce moment une présentation et je vous déroule une présentation, j'aimerais pas que quelqu'un sur mon système de chat m'envoie un message en plein milieu de la présentation parce que je suis dans un environnement où je ne veux pas être dérangé. Et donc, je veux pouvoir le paramétrer comme ça. Ça me permet donc du coup d'obtenir le niveau de concentration maximum qui me permet de travailler dans de bonnes conditions. On reçoit énormément d'alertes, je vous en ai parlé. Il y a des alertes qui sont utiles. Exemple, je suis je sais pas, dans un lieu, il y a une alerte incendie, peut-être qu'il y a un vrai incendie. Donc cette alerte, elle est indispensable et il faut que je sois capable de l'entendre. Si je ne l'entends pas, il faut peut-être que l'alerte puisse être retranscrite sous forme visuelle. Donc il faut peut-être que j'ai aussi je sais pas, quelque chose qui va clignoter, qui va faire qu'une personne qui n'entend pas puisse se rendre compte de ce qui se passe. Cet effet de clignotement, imaginons que je sois dans un site industriel où on a des gens qui travaillent dans un environnement ultra bruyant, là c'est encore plus critique parce que les gens n'entendront peut-être pas la sirène à cause du bruit des machines, mais vont entendre, enfin en tout cas vont voir le signal visuel qui dit aux gens évacuer le site. Voilà. On a certaines alertes qui sont non invasibles, qui ne gênent pas, on sait qu'on a un nouveau message qui est arrivé, ce n'est pas grave. Puis on a des alertes qui sont nécessaires, qui font que on a mis un timing parce qu'on a une réunion qui arrive, il faut qu'on ait cette alerte pour nous dire attention, c'est la fin, il faut aller à la réunion suivante. Voilà. Donc, il faut être en capacité, lorsque l'on a ce type d'alerte, il faut avoir la capacité finalement d'examiner chacune de ces alertes pour évaluer à la fois leur impact coût-bénéfice. Quel va être le bénéfice par rapport au coût? Est-ce que le bénéfice est supérieur au coût? Et si c'est le cas, ça peut être intéressant de l'avoir. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, peut-être qu'il ne faut pas l'avoir. On est interrompu plusieurs fois par heure. On est interrompu, comme je l'ai dit, par plein de fenêtres sur l'ordi. Donc, les applications que l'on a sur son ordinateur, sur son téléphone et autres sont en compétition les unes avec les autres. D'ailleurs, quand on est sur des réseaux sociaux et qu'on télécharge des applications, des jeux, etc., de plus en plus, si on n'adapte pas les solutions, on n'arrête pas on est en train d'utiliser une appli, il y en a une autre qui nous dit tiens, viens sur mon appli, parce que ces applications, elles gagnent de l'argent parce qu'on voit de la publicité, elles gagnent de l'argent parce qu'on est sur l'écran. Et donc, de plus en plus d'applications essayent de nous alerter, essayent de nous faire qu'on va aller sur cette application pour l'utiliser. Ce qui fait qu'on devient de plus en plus improductif, malheureusement. Donc, dans la conception universelle, on va essayer à la fois de s'adapter donc à la diversité des utilisateurs qui vont avoir des capacités différentes à entendre, à voir, à se mouvoir, etc. Et on va essayer de proposer des solutions donc, qui vont faciliter l'ensemble des interactions, tout en permettant à la personne du coup de paramétrer correctement son environnement pour que ça fonctionne dans de bonnes conditions. Alors, pour le faire, c'est exactement la même démarche que celle qu'on a vue préalablement au niveau de la conception. Il faut être capable d'identifier des personas, il faut être capable d'apprendre de ces personas.
et donc d'apprendre comment les alertes peuvent impacter un persona par rapport à son fonctionnement normal. Et donc, c'est tout l'enjeu en fait, que l'on va avoir dans cette démarche de conception universelle. Alors, la première, il y a 5 considérations à avoir. La première, c'est de comprendre à la fois l'urgence et les moyens disponibles. Donc, dans les urgences, l'intérêt, c'est de pouvoir se dire qu'on va adapter finalement la façon de communiquer avec l'utilisateur en fonction de ce degré d'urgence. Et on a plein de moyens pour y parvenir. Quand on est sur un environnement digital, on peut avoir des pop-up, on peut avoir un environnement qui clignote, on peut avoir des sons, on peut avoir des vibrations. Voilà, donc, on va pouvoir finalement se dire, si le truc n'est pas important, je vais peut-être juste avoir, par exemple, dans une alerte, un petit numéro d'alerte qui va remonter et qui va s'incrémenter. Donc, l'utilisateur, s'il regarde en bas de l'écran, il verra un chiffre qui va changer, mais ça ne va pas vraiment le perturber. Si par contre, il y a une urgence, il faut quelque part que peut-être la fenêtre, elle clignote ou peut-être qu'effectivement, il y a un son qui soit généré pour dire à la personne, attention, là, tu as quelque chose qui requiert immédiatement ton attention. Et après, il faut regarder aussi, par rapport à la forme de communication qu'on va choisir, il faut regarder quel est le niveau d'attention que l'on va solliciter de l'utilisateur. Lire un petit chiffre sur un écran, ça réclame peu d'attention. A contrario, si j'ai un message à lire avec des informations importantes, là, je vais avoir besoin d'une attention totale. Et il ne faut pas que pendant le moment où je vais utiliser l'application pour le faire, je sois dérangé par autre chose. Exemple, je suis en train de vous faire la présentation, il faut que vous ayez mon attention totale. Si je commence à être dérangé au téléphone ou si je commence à avoir des alertes qui font que j'arrête de faire ma présentation et je vous quitte pour aller faire autre chose, je pense que là, ça va poser un vrai problème. Donc ça, c'est important aussi de se poser toutes ces questions sur l'urgence et les moyens. Donc, est-ce qu'il y a, quand vous concevez une solution, est-ce que vous allez engendrer différents types d'alertes? Est-ce qu'on peut finalement les classer en alertes importantes, alertes moins importantes? Est-ce que c'est grave si l'utilisateur n'a pas l'information? Il y a un nouveau message qui arrive, peut-être que je vais pouvoir avoir une information, une pop-up qui me dit qu'il y a un nouveau message, mais le fait que je n'ai pas lu les 53 mails qui sont arrivés dans l'heure, est-ce qu'il vaut mieux avoir un chiffre avec marqué 53 ou est-ce qu'il vaut mieux simplement dire qu'il y a un nouveau message qui est arrivé? Ce n'est pas la même chose, parce que la personne, si elle voit 53, elle va se dire « Oh là là, je suis extrêmement en retard ». Alors que si elle voit juste une enveloppe qui est non ouverte pour lui signifier qu'il y a des mails en attente, et quelque part, c'est peut-être moins grave et ça va moins stresser la personne. Donc, on va essayer de voir aussi par rapport à la conception de la solution que l'on a, de voir finalement dans ces modes de communication ce qui relève du visuel, de l'auditif, du tactile, et aussi peut-être de communiquer en même temps de différentes façons. Parce que parmi mes utilisateurs, j'en ai qui sont en situation de handicap, et certains, ça va être visuel, d'autres vont être auditifs, d'autres vont avoir une maladie invalidante quelconque. Et donc, finalement, le fait de multiplier le nombre de façons de pouvoir communiquer avec l'utilisateur, ça va être le garant de l'accessibilité de la solution. Améliorer une accessibilité, c'est permettre à une personne de pouvoir faire la même chose, mais de différentes façons. Je vais vous donner un exemple, ça sera plus parlant. Je vais partir sur une application, je vais partir sur Word. Je vais ouvrir un document. J'ai plusieurs façons finalement d'interagir avec l'ordinateur. Imaginons que je veuille faire de la dictée vocale. Je prends ma souris, je vais me positionner sur le bouton dictée, j'appuie, et à partir de là, je vais commencer à faire de la dictée vocale. Donc ça, c'est une façon pour moi, finalement, d'interagir avec l'application, mais qui a nécessité d'utiliser ma souris. Deuxième façon, j'ai en l'occurrence en haut de mon écran un moteur de recherche. Je vais arrêter d'utiliser ma souris, je suis non-voyant. Je vais utiliser ce moteur de recherche, donc il est indiqué, il faut faire Alt-Q. Je vais taper dictée, je vais faire entrer. Et donc là, j'ai démarré la dictée vocale, mais cette dictée vocale n'a pas nécessité que j'utilise ma souris. Donc j'ai utilisé uniquement mon clavier et pas ma souris.
Je veux interrompre la dictée, je vais faire Alt-Q, entrée, et j'ai interrompu la dictée. Donc là, j'ai permis à un utilisateur soit de le faire qu'au clavier, soit de le faire qu'à la souris, et grâce à ça, il a pu faire réellement la même chose. J'aurais pu utiliser d'autres moyens. J'aurais pu éventuellement utiliser un système, un oculomètre, donc qui va utiliser mes yeux pour piloter mon pointeur de souris. Voilà, j'ai différents moyens de faire la même chose, et le fait d'avoir différents moyens pour faire la même chose va être garant de pouvoir m'adapter à chaque type d'utilisateur, quelles que soient ses capacités ou ses préférences. Voilà, là, je vous ai montré tout à l'heure, on ouvre une page Internet, on peut lire le texte. Je suis fatigué, je n'ai pas envie de lire, j'ai envie de l'écouter, je vais pouvoir l'écouter en mode podcast. Donc, je vais m'adapter à mon utilisateur. Donc, le deuxième sujet, justement, c'est l'adaptation au comportement. Donc, on va essayer d'étudier comment vont fonctionner ces interactions entre le système, en l'occurrence digital, et l'utilisateur. Et on va essayer de s'assurer qu'on ne va pas augmenter considérablement le coût mental. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire identifier toutes les alertes que l'utilisateur va rencontrer dans l'application, les classer, regarder si ces alertes vont évoluer. Imaginons par exemple, première alerte, on me donne une information en me disant « il serait bien que dans la demi-heure qui suit, tu fasses ce sujet-là ». Ou alors, il y a une réunion qui arrive, c'est dans un quart d'heure. C'est une information qui me permet, moi, de me préparer et de me dire « ok, dans un quart d'heure, j'ai une réunion ». Deuxième alerte, dans 5 minutes, la réunion commence. Alors là, il ne s'agit pas simplement de se dire que j'ai quelque chose de prévu, il s'agit de se dire, est-ce que je suis bien au bon endroit, est-ce que j'ai bien trouvé la salle, ou est-ce que j'ai bien tous les éléments pour me connecter à la réunion si je fais du distanciel. Troisième avertissement, la réunion va démarrer, voire même quelqu'un a démarré la réunion. Et on voit le système de visio qui pop-up et qui nous dit quelqu'un a déjà ouvert la réunion. Ben là, il ne s'agit plus de tergiverser, il faut que je me connecte. Si je ne veux pas rater la réunion, il faut que je me connecte tout de suite. Et donc, quelque part, la même alerte, mais à des moments différents, peut évoluer en termes d'importance. Et donc, aussi en fonction des usages. Je suis un utilisateur, et je vous ai montré tout à l'heure comment faire de la dictée vocale en cliquant sur le bouton. Si mon application sait que c'est plutôt comme ça que je suis amené à utiliser une fonctionnalité, il va plutôt me proposer cette façon de le faire. A contrario, si j'utilise beaucoup ma voix pour piloter mon ordinateur, eh ben, je vais plutôt avoir des choses qui vont me permettre d'interagir à la voix. Et donc, quelque part, l'application va s'adapter aussi par rapport aux usages. Excusez-moi. Donc ça, c'est important. Et quand on parle aussi aujourd'hui de plus en plus, on parle d'intelligence artificielle, de plus en plus, les applications ont tendance à stocker les usages traditionnels que les utilisateurs font, qu'un utilisateur spécifique fait d'ailleurs, pour essayer de comprendre comment ils fonctionnent. Et on va, quelque part, adapter l'interface de l'application de façon à ce qu'on lui propose des façons de faire plus rapides pour que l'application soit plus efficace, soit plus performante pour lui. Voilà. Donc, toutes ces degrés de personnalisation, c'est des sujets extrêmement importants. Le contexte est également extrêmement important quand on va parler de conception universelle. Alors là, il y en a un certain nombre d'exemples. Si je suis seul dans un environnement avec mon ordinateur, ce n'est pas la même chose que si je suis dans une salle avec plein de gens, parce que je vais interagir différemment. Je suis non-voyant, j'ai besoin d'utiliser un lecteur d'écran. Ce lecteur d'écran, par défaut, son objectif, c'est de lire ce qui se passe sur l'écran. Je suis dans un open space, je ne vais pas malheureusement allumer ce lecteur d'écran pour que tout le monde entende ce bruit. Donc, je vais m'équiper d'une oreillette pour que je sois seul à entendre cette information. Je crée une application mobile pour naviguer et j'ai des informations qui me sont données pour savoir si je dois tourner à droite ou tourner à gauche. Si je mets un casque sur ma tête, je vais certes me rapprocher des informations qui sont données pour mon application, mais je ne vais plus entendre la voiture qui est en train d'arriver et qui va peut-être m'écraser. Donc, il faut trouver des solutions. Alors, Sony a sorti, par exemple, des oreillettes qui sont creusées au milieu, qui permettent à la fois d'entendre correctement le son d'une application,
mais en même temps de ne pas être coupé du bruit ambiant. Donc ça me permettra de trouver finalement une solution qui va être plus adaptée dans ce contexte-là. Ce n'est pas non plus la même chose si j'ai beaucoup de connectivité avec mon ordinateur, ou si j'ai du Wi-Fi, si j'ai du réseau sans fil, si j'ai du débit rapide, je vais adapter, si je suis sur un débit assez lent et que je dois regarder une vidéo, ça va être problématique. Si par contre, je peux consulter une page avec la synthèse de ce qui est contenu dans la vidéo, mais qui cette fois-ci est écrite, ça va être beaucoup plus facile de la transporter, et donc l'information, je vais pouvoir la lire plus rapidement. De la même façon, vous avez la responsabilité d'animer une page Internet dans laquelle vous voulez mettre une vidéo. Si vous vous contentez de mettre la vidéo et de ne pas mettre à côté un petit titre ou de mettre une petite description sur le contenu de la vidéo, vous allez peut-être jouer la vidéo et tout de suite vous rendre compte de savoir quel est l'objet en fait de cette vidéo. Une personne non-voyante, il lui faudra peut-être 1 minute avant de se dire « Ah mais non, mais moi ce sujet-là ne m'intéresse pas, je vais passer à la suivante ». Donc vous avez aussi besoin de vous adapter à ces contextes-là. Et puis, ce n'est pas la même chose si je fais du télétravail ou si je suis dans une entreprise ou si je suis en train de donner un cours ou si je suis élève dans une salle de classe. C'est forcément différent. Et puis, je vais devoir considérer aussi des contextes qui sont liés à mes capacités physiques, qui sont liés aussi à mes capacités de connaissances. Est-ce que je sais utiliser un ordinateur? Est-ce que j'ai la capacité à le faire? Est-ce que l'environnement dans lequel je suis sur mon ordinateur, mais malheureusement, je suis sur une plage et il y a beaucoup de soleil, je ne vois pas mon écran. Peut-être qu'il va falloir que je trouve des solutions pour répondre à cette problématique-là. On ne m'a pas appris à utiliser tel ou tel type d'application parce que mon encadrement fait que je viens d'un milieu social défavorisé. Et donc, l'usage d'une souris qui pourtant est quelque chose qui est très traditionnel, ce n'est pas quelque chose que je maîtrise. Je suis élève, je viens suivre un cours, je ne sais pas utiliser une souris. Alors, ça paraît bête, mais ça arrive dans certaines situations. Moi, je me souviens encore de tests que j'avais passés à l'armée. On arrive dans une salle, on a 300 personnes dans la salle. Les personnes qui présentent le test que l'on va faire commencent par dire, s'il y en a qui ne savent pas lire le test ou qui ne savent pas écrire, faites-le savoir. De façon traditionnelle, on n'y pense pas. De la même façon, si on a un public étranger qui arrive, on peut avoir des gens qui malheureusement ne maîtrisent pas très bien la langue et il ne faut peut-être pas attendre à la fin d'un cours pour se rendre compte que la personne en question, elle ne va pas être capable de suivre. Donc là, par exemple, je vous ai mis des sous-titrages en français. J'aurais pu imaginer dans certaines situations dire, je sais que dans les gens qui sont ici, peut-être certains ne maîtrisent pas le français et préfèrent avoir un sous-titrage en anglais. Et donc là, j'aurais fait une présentation avec un sous-titrage en anglais qui aurait permis à une personne qui ne parle pas bien français de pouvoir suivre ma présentation, mais cette fois-ci avec un sous-titrage adapté à sa langue. On parle beaucoup de l'arrivée de réfugiés suite à la guerre en Ukraine. On a des élèves, des adultes ou des enfants qui viennent et qui vont être en France et qui, quelque part, ne parlent pas forcément bien français, par exemple. C'est des exemples assez concrets. Je vais revenir en arrière et je vais remettre les sous-titrages en français. Donc ça, le contexte dans lequel on est et dans lequel on intervient va réellement devoir s'adapter en fait à ça. Et puis, il va falloir aussi, dans le contexte, être capable aussi de comprendre quel est l'objectif de l'utilisateur à utiliser cette solution, à utiliser cette application. Parce que si moi, mon objectif, c'est d'écrire un mail et de pouvoir appuyer sur le bouton « Envoyer » sans être dérangé, ce n'est pas la même chose que si je prends des notes dans un mail et puis je vais passer d'une application à une autre et puis en fait, mon mail, il n'est pas très urgent, donc ce n'est pas très grave, je vais garder ça en tâche de fond. Si je garde ça en tâche de fond, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être qu'il faut que j'enregistre de façon automatique le mail régulièrement parce que si la machine est interrompue, parce qu'il y a une mise à jour, parce qu'il y a un crash de la machine, il ne faut pas que je perde l'information. C'est pour ça, par exemple, que quand on va ouvrir un document Word, par défaut, si on l'enregistre dans un environnement, on peut lui demander de l'enregistrer de façon automatique. Comme ça, si l'ordinateur crash, on réouvre son ordinateur et il va nous proposer de récupérer des fichiers avec le minimum de perte d'informations.
Voilà. Donc ça, c'est des choses aussi importantes. Quatrième sujet, donc permettre au client, donc à l'utilisateur de s'adapter. Alors, ça présente beaucoup de bénéfices. Le fait de pouvoir adapter et personnaliser une solution, ça donne vraiment un sentiment d'appropriation. Le fait de dire à la personne, tu peux activer ou non ton sous-titrage, tu peux changer la police de caractère, tu peux, si tu es dyslexique, écarter les caractères ou écarter l'espace entre les lignes pour t'améliorer ta lisibilité. Tu peux changer la couleur, tu peux changer la police de caractère quand tu écris un document. Voilà, tout ça, tout ce paramétrage, c'est important. Tu peux aussi potentiellement paramétrer tes alertes. Il y a certaines alertes, tu ne les veux pas, il y a d'autres alertes, tu voudrais les obtenir, et donc il va falloir aussi tenir compte de ça et laisser à l'utilisateur le contrôle, lui permettre finalement d'être en plein contrôle de comment va fonctionner une application. Il va peut-être avoir besoin de pouvoir créer des raccourcis qu'il utilise fréquemment, et donc il faut pouvoir lui laisser la possibilité de paramétrer l'interface de façon à pouvoir le faire. Donc ça, c'est extrêmement important, et c'est important à la fois sur les fonctionnalités, mais c'est encore plus important sur les notifications. La personne sait qu'elle peut paramétrer, elle peut contrôler comment ça va fonctionner, et dans les contextes différents, son paramétrage va être différent. Donc, ce n'est peut-être pas un paramétrage qu'il faut proposer, mais c'est un paramétrage contextualisé. Exemple, je suis en plein écran en train de présenter une application, et bien peut-être qu'on va couper toutes mes alertes. Si par contre, je ne me suis pas mis en plein écran, ça veut dire que je ne suis peut-être pas en train de présenter à des gens quelque chose, l'alerte, je vais la recevoir. Voilà. Là, en l'occurrence, je suis en train de vous faire une présentation. Avant de faire ma présentation, j'ai eu le réflexe d'aller dans Teams et d'aller en fait au niveau de ma tête, de pouvoir dire « ne pas déranger ». Ça, c'est un paramétrage d'alerte qui va me permettre de m'assurer que personne ne va me déranger pendant notre visio. À exception près, c'est que j'ai géré la possibilité pour, par exemple, ma responsable chez Microsoft, de pouvoir me déranger à tout moment, parce qu'une alerte importante peut arriver. De la même façon, vous pouvez très bien, si vous êtes parent, vous assurer que finalement, votre enfant peut avoir besoin de vous déranger à tout moment, ou alors l'école dans laquelle il est peut vous déranger parce qu'il peut avoir eu un accident. Donc, vous avez besoin aussi, à un moment donné, de gérer des exceptions et de pouvoir paramétrer ces exceptions en fonction de vos préférences. Voilà. Hop. Alors, j'ai fini la présentation. Je vais arrêter le partage de la présentation, mais avant d'arrêter le partage, je vais vous montrer un site qui peut être intéressant si vous avez envie d'en savoir plus. Vous allez en fait sur le site que je vais vous mettre dans le chat, qui s'appelle Design Inclusif, qui en fait va contenir un certain nombre en fait de livres. Alors je suis désolé, c'est beaucoup de ressources en fait en anglais. J'ai certaines de ces ressources, par exemple ce manuel-là, je l'ai en français. Donc si vous avez envie de télécharger ces ressources, vous pouvez le faire. Mais on a en fait une direction aux États-Unis qui travaille essentiellement là-dessus. Et une dernière chose, c'est que là, quand on va parler de design inclusif, ça va aussi avoir un impact sur la conception de ces écrans. Alors, je vais vous en montrer un exemple. Il y a une notion qu'on appelle le fluent design. Alors, je vais vous montrer, par exemple, comment ont évolué les paramètres dans Windows. Dans Windows, quand vous allez paramétrer, par exemple, les paramètres d'accessibilité, et que vous allez regarder, par exemple, différents écrans, alors celui-là, il n'y a pas grand-chose dessus, mais je vais aller, par exemple, sur le narrateur, et bien, vous vous apercevez que les paramètres sont les uns en dessous des autres et pas les uns à côté des autres. Donc, on essaye d'avoir quelque chose de très verticalisé. Alors, pourquoi de très verticalisé? Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'un utilisateur, quand il est en train d'utiliser un écran, donc son regard est à un certain niveau de l'écran, et il peut être dérangé à ce moment-là. Quand il est dérangé, il va peut-être regarder son interlocuteur qui est en train de le déranger ou son téléphone, enfin peu importe la cause de son dérangement. Quand il aura fini d'être dérangé, qu'il va revenir sur son écran, les ergonomes ont trouvé que de façon très naturelle, le regard revient à peu près au même emplacement sur l'écran. Et donc la personne n'a pas besoin de revenir tout en haut de l'écran et de voir où elle en est. Elle va pouvoir continuer dès qu'elle va revenir sur l'écran. Donc, on va récupérer quelques pouillèmes de secondes
et quelques, on va dire, éléments de concentration de la personne qui va pouvoir continuer. Si vous créez par exemple un formulaire pour capturer de l'information et que votre formulaire est très verticalisé, alors déjà un conseil, se dire que là, l'utilisateur va pouvoir être interrompu à tout moment, donc peut-être avoir différents écrans et pas un formulaire avec 80 champs à l'intérieur. Mais en même temps, si ces informations sont verticalisées, vous allez probablement permettre à l'utilisateur à tout moment de pouvoir continuer à faire de la saisie sur son écran sans être obligé de revenir au début. Voilà, ce qui est assez important. Donc ça, c'est la notion de Fluent Design. Donc c'est vraiment les nouvelles notions en termes d'ergonomie. Je vais arrêter le partage et puis je vais essayer de répondre à vos questions. S'il y avait des questions, Sandrine, je n'ai pas pu regarder. Non, il y avait une ou deux remarques, mais pour l'instant, il n'y a pas de questions, hein. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions à les remonter. Des questions, des remarques. Il y avait une personne qui demandait, mais tout au début, Fluette, c'est quand tu as démarré, peut-être au bout de 5 minutes, Oui. qu'est-ce qu'on entend par solution? Alors, une solution, ça peut être un service, ça peut être une application, ça peut être voilà, une application, un objet, enfin, une solution. Un téléphone, c'est une solution qui va me permettre de communiquer avec les autres par la voix, par exemple, ou de télécharger des applications. Une voiture, c'est une solution qui va me permettre d'aller d'un point A à un point B. Enfin, voilà, c'est dans ce sens-là que je parle de solution, parce que la présentation sur la notion de conception universelle, elle n'est pas uniquement propre au développement d'une solution informatique. Elle est réellement universelle dans le sens où chaque industrie, chaque personne qui conçoit quelque chose peut s'en inspirer. C'est très universel. Et ça peut être à la fois pour des produits ou des services. Donc, quand on va concevoir un cours et qu'on veut concevoir ce cours en faisant de la conception universelle, ce que je disais tout à l'heure, on va imaginer des personas qui vont représenter nos élèves et on va essayer de lister les catégories d'élèves que l'on a à adresser. Et par rapport à ces catégories d'élèves, on va devoir adapter l'environnement. Je vais donner un exemple. Il y a 2 ans, j'ai créé une classe avec Simplon qui accueillait que des personnes neuroatypiques. Donc j'avais une quinzaine d'élèves qui étaient tous, en l'occurrence, autistes. Quand j'ai eu cet élément-là dans mes mains et qu'il a fallu que j'adapte l'environnement, les premières choses que j'ai été voir, c'est est-ce que j'ai de la moquette par terre ou pas? Est-ce que quand un objet va tomber, ça va faire du bruit? Est-ce que d'un point de vue éclairage, ça va aller? Est-ce que, par exemple, la lumière est uniforme dans l'ensemble de la classe ou est-ce que je peux uniquement éclairer l'endroit où est le prof et pas le reste de la salle? Est-ce que le fait, par exemple, d'avoir cette salle localisée à tel endroit, j'ai du bruit autour qui ferait qu'à un moment donné, la personne va être dérangée? Donc, j'ai essayé de prendre tous les cas de figure liés à des personnes, en l'occurrence, j'ai regardé sur la neurodiversité, toutes les contraintes que l'on pouvait avoir. Et là, en l'occurrence, la facilité que j'ai eue, c'est que j'avais qu'une seule typologie, entre guillemets, de handicap, même si chacun est unique. J'avais quand même une typologie de handicap à adresser, donc j'ai essayé de regarder tout ce qui pouvait déranger des élèves potentiels dans ma classe. J'aurais eu d'autres types d'élèves, je n'aurais pas du tout fait ces adaptations-là, parce que là, ça m'a demandé de faire des travaux au niveau de la climatisation, parce que ça générait du bruit, j'ai fait des travaux sur l'éclairage, j'ai changé le sol, j'ai adapté les bureaux, enfin, il a fallu changer énormément de choses pour pouvoir accueillir ces élèves. Je savais que je les avais pendant 6 mois dans la salle, donc les travaux valaient le coup. Mais c'est vrai que de temps en temps, il faut se poser ces types de questions, c'est sûr. Tout à l'heure, Philippe, tu parlais de partager un lien dans le chat et apparemment tu ne Ah l'as oui, pas pardon, partagé. Mais effectivement, je l'avais faut être copié. multitâche. Voilà, je l'avais copié, mais je ne l'avais pas collé. Voilà. Alors, de la même façon, je vais vous mettre le lien sur la partie accessibilité, parce qu'il contient aussi un certain nombre de démonstrations d'accessibilité que j'avais partagées dans les 2 précédents webinaires. Donc, si vous êtes plus sur l'accessibilité, on a parlé un petit peu pour faire un parallèle entre l'accessibilité numérique et la conception universelle. Donc, vous pourrez aller regarder à cet endroit-là aussi, si ça vous intéresse. Il y a Vincent qui demandait si ça coûtait plus cher, hein, j'imagine.
Alors, en fait, la notion de coût la notion de coût est toute relative en fonction du bénéfice que l'on peut obtenir. C'est-à-dire, si on est dans une entreprise et que l'on regarde des bénéfices associés financiers, parce que l'objectif, c'est d'avoir de la productivité et de gagner de l'argent. Euh, Effectivement, on peut se dire que la conception universelle va nécessiter de faire des ateliers dans lesquels on va inviter notamment des personnes en situation de handicap, et peut-être que dans la phase de conception, on va passer un peu de temps au départ à imaginer la solution la plus inclusive possible. Par contre, ça peut générer des économies parce que l'application que l'on va créer sera probablement plus efficace, plus simple, donc elle va bénéficier toutes ces améliorations vont bénéficier à tous les utilisateurs, et on va aussi augmenter son marché. Je crée une solution qui va fonctionner quel que soit le type de handicap de la personne, donc potentiellement, les 20% de personnes touchées par un handicap vont être des utilisateurs potentiels de ma solution. Si vous allez voir un commercial et que vous lui dites « Est-ce que tu es prêt à rogner sur 20% de ton variable ?» il va tout de suite vous dire « Ah bah non, jamais de la vie. » Donc, quelque part, le fait de faire de la conception universelle et d'avoir une démarche d'inclusion, c'est à la fois humainement intéressant parce que ça permet d'apporter vraiment des services à tous, mais en même temps, ça peut être aussi un bénéfice pour l'entreprise parce que justement, à la fois en termes d'image, mais aussi en termes de marché, si on parle comme ça. Voilà. De la même façon, vous créez des formations. Si dans vos formations, vous communiquez sur le fait que vos formations vont être ouvertes, enfin en tout cas, vous allez proposer des solutions pour vous adapter à des problématiques d'audition, à des problématiques de vision, à des problématiques, et que vos salles de classe sont accessibles d'un point de vue architecture, etc., vous allez forcément drainer un public qui, au préalable, aurait dit « Ah non, mais moi, je ne vais pas la faire parce que de toute façon, je ne vais pas pouvoir suivre. » D'ailleurs, un élément important, c'est cette communication. Quand vous organisez, par exemple, moi, ça m'arrive d'organiser des événements et j'ai un très gros réseau de personnes qui sont sourdes ou malentendantes qui, de temps en temps, me pingent en disant « Ah, au fait, tu ne nous as pas dit si cet événement serait bien accessible pour nous. » Alors que si je communique en disant il y aura de la vélotypie, il y aura peut-être une personne qui fait de la LSF, il y aura vous pourrez télécharger les supports, peut-être que du coup, des personnes qui ne seraient pas venues viendront. Voilà. D'ailleurs, ça me fait penser, Philippe, si ça ne t'ennuie pas, je préférerais que tu repartages Oui, le je vais document parce repartager que pour la suite. Oui. de fait, comme il n'y a plus le partage de PowerPoint, on n'a plus le sous-titrage. Ah oui, oui, pardon, je voulais voir. Oui, oui, parce que nous, on ne pourra mettre le replay sur notre site que s'il est entièrement accessible. Bon, on complétera les petits bouts où il manque du sous-titrage, là, du coup. Mais ça m'a fait tilt, là. Oui, désolé, Non, effectivement. non, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi aussi, j'aurais dû y penser. Alors, il y a d'autres questions. On va peut-être Oui. prendre les autres questions. Il y a aussi comment... alors, est-ce que vous avez quels outils pour transformer les supports pour les personnes 10, hein, des textes, pour transformer un texte pour les personnes qui souffrent de troubles 10? Avez-vous des exemples? Alors oui, on a des exemples. Je vais montrer. Alors il y a deux choses dans les besoins pour les 10. Il y a des solutions qui vont permettre, lorsque la personne va consulter un document, de pouvoir adapter l'environnement pour qu'elle puisse le lire ou interagir avec l'ordinateur. Et puis, il y a la problématique d'impression qui est différente. La problématique d'impression, c'est je sais que je dois imprimer avec forcément peut-être des polices de caractères spécifiques ou avec la possibilité d'écarter des caractères ou les lignes pour permettre à la personne d'être plus à l'aise. Si on prend la première problématique, je vais aller par exemple sur Word. J'ai fait de la dictée vocale tout à l'heure. Dans cette dictée vocale, si je vais sur le menu affichage et que je clique sur outils d'apprentissage, je vais pouvoir ici espacer les caractères et les lignes de mes utilisateurs et je peux continuer ma saisie. Donc là, je suis dans un environnement qui va être confortable pour une personne qui est 10. Par contre, si je ferme cet environnement, le document, lui, a été écrit avec la police de caractère Calibri 11. Donc, c'est vraiment qu'un environnement d'affichage. De la même façon, si on a une personne qui a des troubles de l'attention, on va aussi pouvoir naviguer en ligne à ligne sur le document pour que la personne n'ait pas un regard qui parte à droite ou à gauche. Voilà. Je vous mets également dans le site, dans le chat, pardon,
je vous invite à aller voir le site Innov'Hand d'Elsa Giroux, Hmm. sur lequel nous avons posté pas mal de petits tutoriels qui ont été cofinancés d'ailleurs par la GFIP dans le cadre d'une expérimentation qui remonte à quelques années, que nous avions financée à Sciences Po à l'époque. Et il y a une dizaine, je crois, de petites capsules, de petits tutos, justement avec des étudiants de Sciences Po sur justement les adaptations, les compensations mises en œuvre pour les personnes souffrant de troubles cognitifs. Voilà. Ouais. Elles sont très très bien faites, vous verrez, c'est des petites vidéos très très courtes et très ludiques et en même temps qui vous donnent du coup pas mal d'astuces pour adapter vos supports. Je me Alors, remets dans le... Oui, pardon. il y a une application là, qui vient à peine de sortir, qui a été développée en partenariat avec Content Square, qui s'appelle Readapt, qui peut à la fois réadapter le web, mais aussi réadapter l'affichage en fait dans un document Office, par exemple. Donc, vous pouvez télécharger, c'est quelque chose qui est gratuit, qu'on peut télécharger sur le web. Je sais qu'il y a aussi un petit add-in pour la partie web qui a été fait par la société Orange, qui permet aussi d'adapter l'environnement. Donc, n'hésitez pas à aller rechercher ces petites solutions qui existent. Très bien. Il y a Florence qui nous demande comment valider qu'une solution est en mode conception universelle. Très bonne question. Alors, en fait, la conception universelle, c'est plus une démarche de conception que réellement, contrairement à ce que je disais tout à l'heure sur l'accessibilité, donc où je vais pouvoir vérifier si une solution est accessible ou pas accessible, parce que j'ai des normes et je vais savoir avec des outils vérifier si la solution est accessible. Exemple, je vais aller sur le site, par exemple, de la mairie de Paris. Voilà, je suis sur ce site. Ça, Euh, c'est- je- ah, Excuse-moi, Philippe, oui, il n'y a plus de sous-titrage là. bah non, parce que vu que je partage Ah mon oui. écran, Ah, je peux plus. Ouais, ouais. Vous voyez bien mon écran? oui. Ouais. Donc là, par exemple, je peux aller tester l'accessibilité de ma page et dire, bah voilà, il y a un certain nombre d'images qui ne disposent pas de texte alternatif. Voilà, j'ai un certain nombre d'erreurs. Et donc, on a des outils qui permettent de vérifier l'accessibilité. A contrario, pardon, je me remets sur le sous-titrage. Donc, ce que je disais, c'est qu'il y a effectivement des solutions qui permettent de tester l'accessibilité parce que l'accessibilité, ce sont des normes, alors que la conception universelle, c'est un usage. Et donc, on ne peut pas tester si une solution a été créée avec de l'accessibilité universelle. On peut juste mesurer si les usages des différents personas qui utilisent l'application sont contents de l'usage. Donc, par exemple, vous développez un site Internet, vous pouvez demander à un utilisateur non-voyant d'utiliser le site pour qu'il vous fasse des retours. Il va à la fois pouvoir vous dire si c'est accessible pour lui, et puis il va pouvoir vous dire si en termes d'usage, c'est utilisable. Le site, la homepage de la mairie de Paris, il y a 90 champs sur la page. Donc vous imaginez bien que pour naviguer sur la page, il faut que j'appuie, pour voir tout ce qui se passe sur la page, il faut que j'appuie 90 fois sur la touche de tabulation. Donc certes, la page est peut-être accessible et peut-être que les efforts ont été faits là-dessus, mais 90 éléments sur une seule page, c'est inutilisable. La personne, elle n'ira jamais au bout. Donc voilà, c'est pour ça que euh, dans la conception universelle, il faut plutôt se dire, là j'ai une nouvelle solution où je dois réfléchir à une évolution d'une solution. Mettons dans la boucle différentes personnes qui sont en situation de handicap ou des personnes qui sont sensibles à certains types de handicap et ils vont être capables de réfléchir avec moi sur la meilleure façon de répondre aux besoins de tous ces utilisateurs. Une dernière question, peut-être, Philippe, un peu technique. Comment utiliser le flux design lors de la création d'un support PowerPoint? Alors, le fluid design, c'est plus sur du développement applicatif. Maintenant, si on veut quelque part avoir un support qui soit assez lisible, on le sait pertinemment, il faut éviter d'avoir des supports qui contiennent, pareil, 12 000 informations. Donc, il faut essayer d'être assez simple sur ces supports et il faut faire des choix souvent verticalisés ou horizontalisés.
Si on commence à avoir des choses qui sont en diagonale et en termes de lecture qui nécessitent finalement un cheminement visuel un peu différent, c'est compliqué. De la même façon, si vous créez un tableau et puis ce tableau, il n'a pas le même nombre de lignes, enfin, quelque part, par exemple, vous fusionnez des cellules au niveau des titres ou au niveau du tableau, bah, quelque part, vous avez cassé l'accessibilité du tableau. Normalement, un tableau, ça contient X colonnes et N lignes. Et donc, vous devez respecter ce X et ce N pour être accessible. Bah, typiquement, en termes de lisibilité, imaginez que vous deviez décrire le slide PowerPoint que vous venez de concevoir à une personne non-voyante. Si vous êtes capable de le faire, c'est que votre slide sera, on va dire, accessible au sens compréhension du terme. Après, il y a dans les outils comme PowerPoint ou comme Word, il y a un outil qui s'appelle le vérificateur d'accessibilité, donc qui est dans le menu révision. Et donc, vous pouvez l'utiliser et lui va vous sortir les problèmes d'accessibilité. On aura l'occasion, si vous assistez à la session du 7 juillet, on aura l'occasion de le voir en démonstration. On va peut-être du coup switcher peut-être sur les ressources handicap formation, si on veut tenir. Oui, alors juste avant, ça va faire le lien d'ailleurs. Oui. Je remercie Sandrine Véron aussi qui fait une remarque tout à fait pertinente dans le chat. Je reprends aujourd'hui, cette approche de conception universelle doit être intégrée dans toute formation au niveau de tous les métiers pour être enregistré RNCP, donc le répertoire Oui. national des certifications, et permettre aux professionnels de demain d'avoir ce réflexe, tous secteurs confondus, tous les secteurs d'activité confondus, du bâtiment, numérique, RH, etc. Je remercie Sandrine parce que Oui. justement ce matin, avec ma collègue Pascal, nous intervenions lors d'un autre webinaire et on faisait un petit peu de genèse sur l'histoire et notamment l'évolution des lois et la différence entre la loi de 75 et la loi de 2005. La loi de 2005 ayant été la première loi à officialiser la notion de handicap, mais surtout à parler de la notion d'inclusion. Et là, toute ta démonstration, Philippe, illustre bien tout ça. En fait, ce matin, moi, je disais que l'accessibilité, c'est pas une option. En fait, l'accessibilité, c'est pour tous et utilisé par tous. Et donc, les exemples que tu donnais l'illustrent bien. Et on citait également ce matin le fait que France Compétences également mettait un point d'orgue, effectivement, à parler d'accessibilité. Euh, voilà, accessibilité tout public, le handicap n'étant qu'un des volets de la diversité. Donc voilà, donc elle donnait justement, Sandrine partage dans le chat le lien de France Compétences sur ce sujet-là. Mais effectivement, aujourd'hui, toutes les certifications professionnelles doivent être beaucoup plus accessibles et accessibles au grand public et, voilà, et tenir compte du sujet du handicap. Voilà, alors on va faire On a le... créé une association alors, qui existait avec APF France Handicap, enfin avec Inside Vision, avec un certain nombre d'acteurs, et on milite en fait sur la conception universelle, c'est le HLab. Et en fait, notre démarche, c'est principalement, on a aussi quelqu'un de l'AVH d'ailleurs dans les administrateurs de l'association, et en fait, on organise des ateliers de conception en faisant venir des personnes en situation de handicap. Alors, c'est souvent dans un cadre entreprise, mais on fait venir en fait des personnes en situation de handicap pour justement réfléchir à ce que l'entreprise veut concevoir, veut créer, parce qu'on n'a pas forcément les ressources en propre. C'est la même chose quand vous allez créer des formations. Si vous créez des formations, vous n'avez pas forcément l'intégralité des personnes qui vont être des bénéficiaires de vos formations à disposition. Mais ça peut être intéressant de temps en temps de se dire, tiens, je vais peut-être réunir quelques personnes en situation de handicap qui font partie de mon public pour leur demander déjà un peu de feedback sur la qualité de la formation et sur les axes d'amélioration qui permettraient d'être encore plus inclusif. Donc, on est sur de l'usage, beaucoup sur de la consommation de contenu. Oui, oui, et ce que tu dis est très juste. En fait, c'est ce qu'on disait. En fait, la loi de 2005, c'est faire avec les personnes. C'est aussi la grande nouveauté de cette loi dans ses fondements. C'est pas uniquement pour les personnes, c'est faire avec et du coup les associer effectivement dans toutes les réponses qu'on est susceptible de leur apporter. Ouais. Merci de repréciser ça, Philippe. Alors effectivement, les ressources handicap formation, comme nous approchons vraiment la fin de ce temps, vous dire que du coup, c'est justement en vue de ces besoins que nous avons, qui ont été
les besoins que nous avons sentis poindre de la part des organismes de formation et des CFA sur tout ce qui touche à l'accessibilité, à la compensation, avec les obligations liées à la loi, voilà, nous avons créé finalement une offre de services qui n'existait pas vraiment, on peut le dire. Il y avait un trou dans la raquette, donc nous avons créé ce qu'on appelle les ressources handicap formation. C'est une offre de service qui a été initiée par la GFIP, mais qui est aujourd'hui copartagée par les acteurs institutionnels sur les territoires et copilotée, notamment avec les représentants de l'État, des régions, des conseils régionaux, du FIPHFP, le même fonds que la GFIP, mais pour la fonction publique, Pôle emploi, acteur du marché de l'emploi, et parfois l'Agence régionale pour la santé. En fait, nous sommes partis vraiment de l'ambition, on va dire, impulsée par la loi de 2005, qui était de rendre les politiques de droit commun beaucoup plus inclusives. Et les RHF, voilà, ont pour objectif d'accompagner les organismes de formation et les CFA pour rendre accessible l'ensemble des formations de droit commun aux personnes en situation de handicap, voilà, et de développer une véritable offre de formation inclusive. Donc l'offre de service, voilà, est en 3 volets, donc je vais pouvoir le détailler avec la slide suivante. Il y a un volet qui porte sur l'accessibilité. Donc là, c'est l'accessibilité au sens large, l'accessibilité pédagogique, l'accessibilité numérique, l'accessibilité des locaux, voilà, c'est vraiment au sens large. Alors c'est un volet de l'offre de service que nous sommes en train de développer encore, hein. On développe aussi en marchant cette offre de service globale, mais sur l'accessibilité, voilà, on a bien avancé ces derniers mois. Et les ressources handicap formation sont vraiment là pour accompagner le centre de formation dans son ensemble, dans sa politique. Alors au travers de différents outils, on propose des outils d'auto-positionnement, de diagnostic, d'autodiagnostic, et puis pour vous accompagner derrière à développer, à établir un plan d'action. Et on va même jusqu'à parler de démarche de progrès. Voilà, ce plan d'action, l'idée c'est vraiment de s'inscrire dans une démarche de progrès pour tous, comme l'a dit Philippe. Et le deuxième volet de l'offre de service porte plus sur la compensation, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a effectivement regardé comment interagissait l'environnement, ce qu'il était en capacité de pouvoir proposer, et ben on regarde finalement quelles sont peut-être les choses à mettre en place pour accompagner les apprenants en situation de handicap dans leur parcours, de manière à sécuriser leur parcours et faire en sorte qu'ils aillent jusqu'au bout de la formation. Donc là, on parle de compensation. Il s'agit plus de compensation individuelle. Excusez-moi, j'accueille encore des personnes qui arrivent. Voilà. Et là, l'idée, ça n'est pas de faire à la place de l'organisme de formation. Les ressources handicap formation sont là pour mettre autour de la table l'ensemble des acteurs qui peuvent interagir et qui ont des connaissances sur la situation de la personne, sur les incidences de son handicap, et comment ensemble on arrive à trouver les solutions pour compenser les obstacles rencontrés par l'apprenant. Et la troisième offre porte plus sur l'acculturation des acteurs de droit commun, des acteurs de la formation de droit commun. Donc on parle de professionnalisation, puisque la GFIP n'est pas un organisme de formation, mais on propose, alors nous au niveau national, on propose des ateliers, des webinaires comme celui-ci, donc on en propose à peu près une dizaine sur l'année 2022, mais les ressources handicap formation, si vous les contactez, propose elle-même ce qu'on appelle des modules de professionnalisation ou d'autres sessions de sensibilisation. Elles vont même aujourd'hui jusqu'à vous proposer des rencontres collectives pour parfois travailler, co-construire ensemble des réponses, des outils. Donc vraiment, on est dans l'animation de réseau. Et la professionnalisation, voilà, aujourd'hui, ça monte vraiment en puissance. On a vraiment beaucoup d'outils, beaucoup de supports, beaucoup d'actions que nous vous proposons. Donc n'hésitez surtout pas à contacter les ressources handicap formation. Alors comment le faire? Eh bien, il suffit d'aller sur le site web de la GFIP. Vous avez plusieurs hubs et vous avez une page qui est dédiée aux acteurs de la formation. Et dans cette page-là, vous retrouvez toutes les informations
Voilà, donc notamment l'annuaire, une petite vidéo sur ce que c'est que les ressources handicap formation et l'annuaire de vos interlocuteurs en région. Et vous donnez rendez-vous là pour les prochains ateliers. Donc le prochain portera plus spécifiquement sur la compensation avec Camille Benoît qui interviendra pour la première fois dans le cadre de cette série d'ateliers. Elle interviendra plus spécifiquement sur les troubles cognitifs et justement quels aménagements pédagogiques mettre en place. Et donc ça portera, voilà, elle rentrera un petit peu plus dans le détail, je l'évoquais tout à l'heure sur la métacognition un petit peu, elle abordera ces notions puisqu'elle elle est psychologue. Et nous avons un autre atelier numérique, voilà, donc le deuxième, c'est un bis repetita puisqu'il avait beaucoup marché. Il avait très bien marché sur la pédagogie et la communication inclusive avec Philippe Trottin, votre serviteur. Et il y a un troisième atelier qui est prévu, vous ne l'avez pas mis, c'est avec, alors je ne me souviens plus, c'est le... Non, c'est peut-être ces deux-là en fait. C'était ces deux-là, parce qu'en fait, Oui, j'ai c'était retiré ces celui deux-là. qui était celui d'aujourd'hui. Là, j'étais en train de me dire, en juillet, on s'est dit, on va peut-être pas trop en proposer parce que de toute façon, ce sont les congés d'été. Donc, il y en a bien que deux, voilà. Et après, on vous donne rendez-vous le 27 septembre avec un deuxième atelier avec Camille Benoît, voilà. Donc, sur le site, toujours pareil, à la même page, vous retrouvez dans le carrousel qui tourne, vous avez les inscriptions et c'est là que vous retrouverez dans quelques jours. Tout en bas des inscriptions, vous aurez la possibilité de télécharger les replays et les ressources des précédents ateliers. Voilà. Bah, écoutez, je tenais en tout cas à vous remercier puisque vraiment vous êtes resté jusqu'au bout. Merci encore infiniment à Philippe Trottin pour sa disponibilité et pour la Avec plaisir. qualité des partages. Voilà. Et j'espère vous retrouver à très bientôt. J'espère que vous avez apprécié ce temps-là. Je vais peut-être m'essayer, on va essayer, je vais lancer un petit sondage pour vous proposer de répondre à chaud sur voilà, est-ce que cet atelier a répondu à votre attente? Est-ce que vous recommanderiez à différentes personnes au sein de votre organisme de revisualiser le replay? Voilà, c'est important pour nous de voir si on répond bien à vos attentes ou si on est un peu à côté de la plaque. Mais bon, avec la diversité des sujets qu'on vous propose, je pense que vous arriverez à trouver vos petits. Bah, écoutez, sur les 100% de personnes qui ont répondu, oui, majoritairement, voilà, exclusivement oui. Et puis oui, également pour recommander. Bah, écoutez, grand merci. Merci, merci infiniment. Merci beaucoup, oui. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Voilà, merci Philippe encore. Avec plaisir, Sandrine. Bonne journée à tous et à toutes. Merci. Au revoir. Au revoir.